C'est bon, hein, je suis là. Ok, bonsoir Thomas Perpoint. Donc, bienvenue pour ce 4e webinaire médical Covid des HCL. Je serai en solo ce soir. Jean-Christophe est bloqué en réanimation. C'est le corps de son métier, on ne va pas lui en vouloir. Et on va tout de suite débuter, toujours pareil, avec un point épidémiologique. Ensuite, avec Mathieu Fauvernier, on aura un point virologique par Bruno Lina. Vous verrez que les deux sont basés sur un point actuel et une prospective plus épidémiologique. Et ensuite, même sans Jean-Christophe, on partira en réanimation avec Laurent Bitter. On commence dès maintenant. Je donne la parole à Mathieu pour le point épidémiologique. Merci, bonsoir à tous. Alors, on va commencer tout de suite avec l'incidence de la maladie. Donc, quand on parle d'incidence, on parle de nombre de nouveaux cas testés positifs pour 100 000 personnes observées sur une semaine. Alors, deux informations importantes ici. Sur le graphique, donc ce que vous avez, la courbe en bleu, c'est l'incidence dans le Rhône, et la courbe en rouge, c'est l'incidence en France. Alors, deux informations importantes, je disais. La première, c'est en valeur absolue. Donc, vous voyez qu'on est à plus de 900 cas positifs pour 100 000 personnes semaine dans le Rhône. Donc, c'est-à-dire à peu près 2 fois ce qui se passe dans la France en général. La deuxième information importante, c'est que depuis le début du mois d'octobre, on avait une tendance à la hausse qui était très marquée, notamment un petit peu plus marquée dans le Rhône que dans la France. Et vous voyez que depuis les 2 dernières semaines, on semble atteindre une sorte de plateau. Donc ce sera évidemment à confirmer dans les semaines à venir. Alors ensuite, si on regarde sur la diapositive suivante ce qui se passe uniquement dans le Rhône cette fois-ci, on va remarquer, si on s'intéresse à ce qui se passe dans les différentes classes d'âge, donc vous avez ici en orange donc les 30-60 ans, ensuite en rouge les moins de 30 ans et en vert les plus de 60 ans. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est le plateau qu'on observait au global dans le Rhône, on le retrouve donc pour les 30-60 ans et pour les moins de 30 ans. En revanche, on ne le retrouve pas pour les plus de 60 ans, puisque vous voyez qu'on a toujours une tendance à la hausse. Alors peut-être une baisse sur les derniers jours, mais encore une fois, il faudra confirmer ça avec les prochaines valeurs qui arriveront dans les semaines à venir. Alors ensuite, si on regarde ce qui se passe, donc là uniquement un focus sur le mois d'octobre dans les différentes métropoles. Donc vous avez ici la comparaison entre Lyon, Marseille, Paris et Saint-Étienne. Donc comme les dernières semaines, on retrouve Lyon et Saint-Étienne en tête, malheureusement, avec un très fort taux d'incidence comparé à Paris et à Marseille. En revanche, on retrouve bien donc, ce qui se passe au global, c'est-à-dire le plateau qu'on observe depuis les 2 dernières semaines, on le retrouve pour chaque métropole, et on a même une baisse vraiment très nette, très sensible à Saint-Étienne, qui passe de 1250 il y a 2 semaines à 1000 nouveaux cas par personne semaine. Alors ensuite, si on s'intéresse à ce qui se passe en termes d'hospitalisation, donc conventionnelle, réanimation, et également en termes de nombre de décès. Donc ce que vous avez ici sous les yeux, c'est ce qui se passe depuis finalement le début de l'épidémie. Donc sur la gauche, vous avez la première vague avec un pic, vous voyez, d'hospitalisation autour des 1250 au mois de mars-avril. Donc malheureusement, on observe tout de suite qu'on a largement dépassé ce pic, puisque vous voyez qu'actuellement, on est à peu près autour de 1750 cas hospitalisés. Et évidemment, ça va se ressentir en termes de décès et en termes de réanimation. On va voir ça sur la diapositive suivante notamment. Si on se concentre uniquement cette fois-ci sur ce qui se passe donc depuis le mois d'août, donc finalement ce qui est un petit peu assimilé à cette deuxième vague, vous voyez, donc on retrouve nos 1750 cas hospitalisés en conventionnel, et vous voyez qu'on atteint désormais donc 250 cas en réanimation et quasiment 500 décès cumulés dans le Rhône pour cette seule deuxième vague. Alors ensuite, le pôle de santé publique souhaitait consacrer un point à la surmortalité. Donc l'idée ici, ça va être donc, de regarder la mortalité toute cause à partir de données d'état civil. Donc il s'agit de données qui sont envoyées par les mairies à l'INSEE. L'idée est très simple, on va regarder ce qui se passe sur la période qui part du 1er mars au 19 octobre, et on va comparer les années donc 2020, 2019 et 2018. Et on va notamment calculer l'excès de 2020 par rapport à la moyenne de 2018 et de 2019. Donc, si on regarde ce que ça donne, donc ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est la surmortalité donc France entière. Donc sur la période
du 1er mars au 19 octobre, vous observez ici un nombre de décès enregistrés donc, quotidiennement. On observe tout de suite une surmortalité très marquée donc pour la courbe en rouge ici qui correspond à l'année 2020, sur évidemment la première vague ici. Ensuite, les différences sont beaucoup plus ténues à partir du mois de mai. Donc cet excès, si on le regarde en cumulé sur l'ensemble de la période, ça correspond à 32 000 décès, ce qui en relatif fait quand même une augmentation de 9% par rapport à la moyenne de 2018 et 2019. Donc une autre chose importante à noter ici, vous voyez que la courbe verte qui correspond à 2018 était déjà nettement plus haute que la courbe de 2019. Donc ici, il s'agit de la période de grippe saisonnière 2017-2018 qui avait été particulièrement virulente et qui s'était notamment étalée dans le temps de manière importante. Alors ensuite, si on regarde ce qui se passe cette fois-ci dans le Rhône, donc vous voyez qu'en termes de schéma, en termes de dynamique, c'est très comparable à ce qui s'est passé en France entière, avec notamment un excès très marqué entre mars et mai. Donc ici, l'excès cumulé sur la période correspond à plus de 1000 décès, ce qui en relatif fait tout de même une augmentation de 12%. Alors, à partir de ça, on peut s'interroger sur ce qui se passe, cette surmortalité. Quelle est-elle? Quel est cet effet de surmortalité, notamment par classe d'âge et par sexe? Donc ça, c'est ce que vous avez sur la diapositive suivante. Donc ce que vous avez, ce sont les surmortalités, donc toujours 2020 par rapport à la moyenne de 2019 et 2018, pour différentes classes d'âge, donc 0-24 ans, 25-49, etc., jusqu'à 85 ans et plus. Première colonne pour les hommes, deuxième colonne pour les femmes. Donc vous voyez qu'on a vraiment des situations très différentes, avec notamment finalement une sous-mortalité observée chez les individus les plus jeunes, avec moins 11% tout de même chez les jeunes hommes, alors qu'on a une surmortalité qui peut monter jusqu'à 15% supplémentaire, notamment chez les hommes les plus âgés. Donc vous voyez qu'il y a ces 9% d'augmentation de décès sur la France, ou même de 12% d'excès supplémentaires sur le Rhône, sont vraiment à mettre en perspective. Et finalement, on se rend compte que dans les différentes classes d'âge ou par sexe, on n'a pas du tout les mêmes effets. Donc l'excès est un petit peu plus important chez les hommes notamment, mais le vrai facteur prédicteur ici, c'est l'âge. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu pour ta présentation. On va tout de suite passer à la deuxième présentation avec Bruno et on parlera éventuellement chiffres ensuite. Oui, merci Thomas. Donc, je vais essayer de vous présenter. Alors, ça s'appelle un point virologique, mais finalement, je vais essayer de me projeter un petit peu par rapport à ce qui vient d'être présenté pour essayer de voir ce que les modèles disent. Donc, du point de vue du dépistage et des données consolidées sur la métropole, ça reprend un petit peu ce qui vient d'être montré, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde les données qui sont remontées au niveau de la métropole de Lyon, le taux de dépistage aujourd'hui, comme vous le voyez, est en train de baisser. Et ceci, il y avait eu un pic de détection qui était observé à la fin du mois d'octobre au cours de la dernière semaine. Ça coïncide en même temps avec ce qu'on appelle l'impact préhospitalier, qui est en fait l'ensemble des activités faites par les médecins généralistes, les médecins en ville et SOS médecins pour suspicion de Covid. Et on voit que lorsque l'on regarde ces impacts, on a aussi l'impression, de façon concomitante avec le taux de dépistage, qu'il y a peut-être une petite baisse. Et il revient toutefois à être extrêmement prudent sur cette baisse parce que pour l'instant, elle n'est pas consolidée dans le temps et on n'est pas certain qu'elle soit durable. La dernière chose, qui est le panneau de droite, c'est de voir qu'aujourd'hui, en fait, on ne voit pas cette réduction au niveau de l'impact hospitalier. Et vous savez qu'il y a toujours un délai d'au moins une semaine à 10 jours entre l'impact préhospitalier, le taux de dépistage qui baisse et ce que l'on peut voir en admission à l'hôpital et potentiellement même un peu plus tard en réanimation. Sur la diapo suivante, c'est des données qui sont aussi, mais cette fois-ci au niveau régional, qui confortent un petit peu ce qui commence à être observé, c'est qu'il y a eu un effet de plateau avec une petite réaugmentation au cours de la fin du mois au cours de la fin de la semaine dernière, mais avec un sentiment qu'il y a peut-être
une amorce de décroissance, et ça peut se voir à la fois, alors pas trop sur les nouvelles hospitalisations, comme vous le savez, ou la réanimation, mais sur les nouveaux cas. On va prendre la diapo suivante qui va être plus informative et qui va permettre de vous expliquer en partie pourquoi est-ce qu'on commence à avoir un signal. C'est que dans certaines villes comme Lyon, où il y a eu un couvre-feu, on s'est demandé à partir de quel moment on pouvait évaluer l'impact du couvre-feu. On savait qu'il fallait attendre 10 à 15 jours pour pouvoir mesurer cet impact. Eh bien, ce que vous dit cette figure, c'est que lorsque l'on compare l'augmentation d'incidence des cas dans les villes où le couvre-feu est installé en comparaison de celles où il n'y a pas eu de couvre-feu, eh bien, on voit une différence importante en termes de dynamique épidémique, parce que finalement, la ville qui fait le moins bien en termes de gestion de couvre-feu, qui est Aix-Marseille, fait mieux que la ville qui fait le mieux en absence de couvre-feu, qui est Rennes. Donc, on voit que au moins, il y a eu un effet de plateau sur le nombre de cas et le taux d'incidence grâce au couvre-feu, mais que ça a été insuffisant pour casser la dynamique, d'où l'importance de développer le confinement. Diapo suivante. À partir de là, qu'est-ce que les modèles, et de nouveau ce sont des perspectives, mais ce n'est pas forcément la réalité, qu'est-ce que les modèles nous disent? Aujourd'hui, le R0 sur la région a une tendance vers l'amélioration, c'est-à-dire que le taux de diffusion du virus aujourd'hui est en décroissance. Et ce que l'on sait, c'est que si on arrive à abaisser le R0 en dessous de 1, on devrait avoir une réduction du nombre de cas et donc avoir, au bout du compte, une admission journalière qui sera moins fréquente à l'hôpital et en réanimation, bien évidemment. Et étant donné qu'on a commencé à avoir un début d'effet lié au couvre-feu, cet effet normalement devrait être amplifié par le confinement. Et l'hypothèse est de dire que, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais la cassure par rapport à la dynamique positive, c'est-à-dire le moment où on va avoir moins de patients qui devraient être hospitalisés en réa et à l'hôpital, ça correspond au milieu de cette semaine et à la fin de cette semaine. Attention, c'est un modèle. Donc, ça dépend bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à toutes choses égales, c'est-à-dire qu'il y ait bien une réduction, et on pense aujourd'hui que le petit R0 est de 0,9, et que dans ces conditions, on devrait passer par un maximum qui serait entre maintenant et le 15 novembre. Diapositive suivante. Et lorsque l'on regarde bien évidemment la dynamique de transmission, ce qui est important aussi, c'est de voir le nombre de lits au total utilisés sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. On parle au niveau régional ici, et on voit que, comme vous le savez, comme on n'a pas d'impact sur l'hospitalisation dans la première semaine, donc la première semaine, la messe est dite par rapport à début novembre. En revanche, c'est en fonction justement du R0, et si on prend un R0 qui est à 9, on a un pic qui se trouve un petit peu avant le 15 novembre en termes d'occupation des lits en hospitalisation réanimatoire et aussi en hospitalisation conventionnelle. Donc, il est probable que la semaine la plus terrible est cette semaine-ci. Diapo suivante. On a aussi des estimations qui sont faites en fonction du parcours de soins et selon que les patients prennent plus ou moins de temps en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle. On est actuellement sur des durées moyennes de séjour qui sont dans la fourchette basse de ce qui était estimé comme potentiellement les fourchettes à utiliser. C'est moins de 11 jours en réanimation actuellement et c'est environ 10 jours en hospitalisation conventionnelle. Il faut voir qu'il y a un taux de conversion de patients hospices conventionnels vers la réanimation qui est aujourd'hui de l'ordre de 17%. Tout ceci est très cohérent et vous dit que l'ensemble de ces lits d'hospitalisation, finalement, on devrait passer par un pic en réanimation qui sera au maximum à 1 millier de lits quand même sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est significativement plus que ce qu'il y a en capacité de lits de réanimation. Mais de nouveau, la décroissance doit être visible à partir du 15-16 novembre, si tout se passe bien. Diapo suivante. C'est juste pour remercier tout le monde de nouveau. OK. Merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation. Si tu peux couper. Voilà. Donc, on va tout de suite passer à la suite, mais on entrevoit avec ces deux présentations la problématique majeure de la saturation des capacités d'accueil en service critique, en réanimation. Et la région Rhône-Alpes fait l'expérience de transfert en dehors de notre région de patients intubés, ventilés. Et c'est quelque chose de plutôt nouveau par rapport à la première vague. On va tout de suite donc aller en réa avec Laurent Bicker qui va nous expliquer un peu la prise en charge dans son service et dans les services de réanimation. Je te laisse la parole, Laurent.
activez votre micro. Bonjour, merci Thomas. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on vit tous les jours en réanimation pour la prise en charge des patients Covid. Donc tout d'abord, diapo la suivante. Tout d'abord, bon, la réanimation, elle sert quand même, on le voit bien sur le plan épidémiologique, juste la diapo suivante s'il vous plaît, en fait à suivre l'activité de la maladie. La gravité de la maladie, lorsqu'elle se présente sous la forme d'une pneumopathie hypoxémiante, elle permet d'identifier entre guillemets plus facilement les patients et elle est donc indépendante des stratégies de dépistage. Et par contre, là où elle est essentiellement suivie, c'est aussi pour valider l'efficacité des stratégies de confinement, qui là ont clairement un impact direct sur les admissions dans nos services. On sait que 8 à 18% des formes graves vont être présentées chez les patients hospitalisés. Par contre, ce qu'on ignore, c'est si la létalité globale de la pathologie se situe autour de 0,5%, tout simplement parce que c'est encore une fois très dépendant des stratégies de dépistage. Diapo suivante. Pour ce qui est des facteurs de risque des formes graves de Covid-19, on a récemment, il a été publié une grande étude européenne avec plus de 4000 patients qui identifie l'âge, l'obésité et en particulier les patients avec un IMC à plus de 30 kg par mètre carré, le diabète, on imagine surtout le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, ainsi que les pathologies respiratoires et l'immunodépression en lien avec une maladie cancéreuse comme étant les facteurs de risque essentiels des formes graves. Diapositive suivante. Alors, comment ça se présente typiquement? Typiquement, ce sont des patients qui ont déjà une cinétique d'apparition des symptômes rapide, la plupart du temps en moins de 9 jours, mais parfois il suffit de 3 à 4 jours entre le début des symptômes, par exemple l'apparition de la gueusie, jusqu'à l'apparition d'une hypoxémie majeure avec des besoins en oxygène qui vont dépasser 5 litres par minute. S'y associe fréquemment une fièvre élevée, une symptomatologie virale typique, et ça s'associe, lorsqu'on prélève ces patients, à des charges virales dans les différents sites prélevés extrêmement élevées comparativement aux patients qui ne vont pas faire de forme grave. Diapositive suivante. Donc c'est tout d'abord l'histoire, comme toutes les pneumopathies virales, que ce soit la grippe ou le Covid, c'est l'histoire d'une pneumopathie hypoxémiante, qui touche surtout les hommes de 63 ans. Alors 63 ans, c'est une médiane, c'est-à-dire qu'il y a 50% des patients qui vont avoir moins de 63 ans, 50% qui vont avoir plus de 63 ans, qui vont être hospitalisés via les urgences ou via les services de médecine à J9 de leurs symptômes, et très souvent avec une dyspnée, une désaturation en air ambiant qui peut être très profonde, et parfois, mais pas toujours, un tableau de détresse respiratoire aiguë. Et comme on peut le voir sur cette radiographie, s'associe à ce tableau clinique, du coup, un infiltrat alvéolo-interstitiel qui touche les deux poumons, qui va prédominer dans les vases et puis dans les secteurs sous-alvéolaires. Diapositive suivante. Mais ce qui caractérise le Covid-19, c'est surtout, dans sa présentation la plus grave, un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc ça a été défini en 2012. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une atteinte pulmonaire liée à une agression du poumon, par exemple par le virus, d'apparition rapide, généralement moins 7 jours, on est bien dans ce cadre-là avec le Covid, associée à une hypoxémie qui justifie d'être placée sous ventilation mécanique, la plupart du temps invasive, c'est-à-dire par le biais d'une intubation. Elle est caractérisée par une atteinte des deux poumons et elle n'est pas expliquée par une part cardiaque, sinon on parlerait d'OAP. Alors, diapositive suivante, ce syndrome de détresse respiratoire aiguë, dans le cadre du Covid, il mène à l'intubation de 80% des patients, ce qui est énorme. Dans la cohorte européenne, chez plus de 4000 patients, il y a donc plus de 3500 patients qui ont été placés sous ventilation mécanique, avec des durées de ventilation extrêmement prolongées. La médiane, elle est de 12 jours. Notre expérience antérieure en réanimation autour du SDRA, elle était de 8 jours. Donc là, on a augmenté de 50% cette durée de ventilation, avec parfois des durées de ventilation qui vont s'échelonner jusqu'à 3 mois chez certains patients. Et puis donc un séjour en réanimation qui va être aussi plus long, avec 21 jours de séjour en médiane. Mais encore une fois, on a des situations extrêmes de séjour qui se prolongent. On avait encore jusqu'à récemment un patient dans le service de la première vague. En termes d'hypoxémie et de gravité,
je veux bien qu'on revienne sur les chiffres. En termes d'hypoxémie et de gravité, on a 50% qui vont être des formes modérées, donc avec des niveaux d'oxygène quand même importants, justifiant la ventilation mécanique, mais quand même 25% de formes très graves, c'est-à-dire avec une hypoxémie très profonde, qui va justifier des techniques en dehors de la ventilation, et pour les patients les plus graves, le recours à l'ECMO. Donc l'ECMO, c'est probablement un terme qu'on a tous entendu dans les médias. Je vais vous montrer sur la photo, je vais vous décrire à quoi ça correspond. Ici, c'est un patient hospitalisé dans le service dont on ne voit pas le visage, qui est placé d'une part dans son lit, il est allongé sur le ventre, je vous parlerai un peu après du décubitus ventral, il est connecté à un respirateur qu'on voit dans le fond, avec l'écran bleu, et puis surtout, il a deux canules placées dans des veines, la veine fémorale et la veine jugulaire, qui sortent du corps et qui sont connectées à une pompe, à la machine qui est au pied du lit, et cette pompe en fait génère un débit qui permet de faire passer le sang à travers un oxygénateur. Donc ça, c'est constitué d'une membrane. Sur cette membrane, on envoie du gaz, principalement de l'oxygène bien sûr, qui permet de réoxygéner le sang qui est réinjecté dans le patient. Donc ça, on est vraiment sur une technique d'oxygénation extracorporelle qui vient remplacer le poumon. Ça concerne quand même 10% des patients Covid dans la cohorte européenne. Là, actuellement dans le service, sur 30 patients, il y en a 6 placés sous ECMO et on en attend un 7e qui est parti chercher le professeur Jean-Christophe Richard. Ces patients-là ont bien sûr les formes les plus graves, du coup les pronostics les plus sombres et des séjours extrêmement prolongés. Diapositive suivante. Ce qui caractérise le SDRA Covid sont des atteintes scanographiques extrêmement intenses. Sur le scanner thoracique de gauche, on voit qu'il y a des condensations et une perte d'aération de la base des poumons. En particulier, on voit que le poumon gauche, là, derrière le cœur, est totalement condensé. On ne voit plus que les bronches. Et ces zones sans aération vont être responsables d'un shunt et donc d'une hypoxémie importante. L'autre présentation, c'est plutôt ce qu'on appelle le verre dépoli. C'est cet aspect grisâtre qu'a l'ensemble du parenchyme pulmonaire. On voit quand même sur le scanner de droite qu'il y a des petites condensations dans les bases, mais il y a surtout cet aspect grisâtre qui correspond à de l'œdème qui s'est formé dans les alvéoles et qui lui aussi va être responsable d'un trouble de l'hématose et d'une hypoxémie importante chez le patient. Diapositive suivante. On a pu caractériser dans le service en fait ces différents phénotypes d'imagerie en lien avec la gravité des patients. On voit que sur l'image du haut, on a plutôt une forme diffuse avec des atteintes qui touchent le poumon de haut en bas et avec du verre dépoli. Et donc, quand on le quantifie, on utilise un code couleur. On voit que les zones vertes qui constituent en fait les zones non aérées du poumon sont certes importantes, elles s'étendent vers l'avant. On voit aussi qu'il y a des zones jaunes, pauvrement aérées, qui s'y associent. À l'inverse, sur le scanner du bas, on voit que le poumon est globalement normalement aéré, principalement des zones bleues, mais il y a quand même des zones vertes dans les bases, dans lesquelles il y a une perte d'aération totale du poumon, du coup une hypoxémie liée à un shunt se réalisant dans ces zones. Diapositive suivante. Mais le Covid, il n'est pas le seul responsable de la destruction du poumon. La ventilation mécanique, en fait, va elle aussi être responsable de lésions induites par la ventilation mécanique, sous la forme, en fait, de lésions induites par les volumes qu'applique le respirateur et par les pressions qu'applique le respirateur. Donc, sur le scanner de gauche, on voit que le poumon n'a pas un aspect normal, hein, il y a des condensations, il est plutôt, on voit condensé, et puis on voit que les bronches sont anormalement visibles, et en particulier les bronches qui vont vers la plèvre, vers la périphérie du poumon, sont anormalement grosses. Et ça, c'est probablement lié à un processus de fibrose du poumon, donc de cicatrisation anormale, qui est responsable très certainement de séquelles permanentes. C'est dû à la cicatrisation anormale secondaire à l'agression par le virus lui-même et aussi à la ventilation qui, lorsqu'elle est prolongée comme dans le Covid, en fait, va générer des lésions. Et puis sur le scanner de droite, on voit là chez une patiente qui est sous ECMO, alors une forme déjà extrêmement sévère d'atteinte pulmonaire, hein, parce que là on peut quasiment plus différencier les poumons. On pourrait même se demander si c'est pas du foie hein, que je vous montre, mais c'est bien du poumon, avec juste une toute petite zone aérée dans la zone antérieure du poumon droit. Et puis on voit qu'il y a un pneumothorax hein, des deux côtés. Les zones noires qui sont dans le thorax sont deux pneumothorax, induits par une ventilation mécanique en fait, qui a généré des brèches et qui est elle-même délétère. Diapositive suivante.
On a aussi quelques atteintes extra-respiratoires. On a environ 10% de myocardite aiguë avec élévation des troponines et anomalie de l'échographie cardiaque. 30% d'insuffisance rénale aiguë sévère requérant la dialyse, ce qui est encore une fois très important. Une coagulopathie dont on a du mal à savoir si elle est plutôt pro-hémorragique ou pro-coagulante. Dans la cohorte européenne, chez 4000 patients, il y avait 9% d'embolie pulmonaire, ce qui semble être à peu près l'incidence habituelle de l'embolie pulmonaire au cours du SDR1. Et puis on a des atteintes encéphalitiques que pour l'instant on a du mal à identifier. C'est sûr qu'il y a souvent un syndrome confusionnel chez les patients avec le Covid-19. Elle est plus rare chez nous et on ne l'a pas identifié de réel méningo-encéphalite à Covid-19 dans le service. Diapositive suivante. Sur le plan physiopathologique, je vais passer rapidement, mais tout d'abord, il faut bien retenir que ce sont les patients les plus graves et qui vont décéder, qui ont les charges virales les plus importantes dans le nasopharynx, dans l'oropharynx et dans les expectorations. Donc là, on voit bien que c'est une maladie virale, hein, le Covid-19, avec plus la quantité de virus augmente dans le poumon, plus le pronostic est sombre. La deuxième chose, c'est une maladie virale, mais c'est aussi une maladie inflammatoire. Et sur ce joli papier publié dans la JRCCM, on voit que les patients hospitalisés en médecine avec une forme non grave de Covid-19 ont une réponse inflammatoire peu élevée, ce sont les points bleus à gauche. En ordonnée, en fait, on utilise pour identifier cette inflammation contrôlée un ratio entre l'interleukine 6, qui est plutôt un marqueur pro-inflammatoire, et l'interleukine 10, qui est plutôt, on va dire, un marqueur anti-inflammatoire. Donc, chez les patients Covid-19 hospitalisés, on voit qu'on a un certain équilibre dans la réponse inflammatoire qui est contrôlée et balancée. Et puis, dans la colonne du milieu, chez les patients Covid-19 en réanimation, on voit qu'il y a un excès d'IL6, un excès d'inflammation, un excès de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires qui explique la gravité des patients et qui est radicalement différente de ce qu'on observe par exemple en réa, chez les pneumopathies communautaires, par exemple la pneumocoque, même si elles amènent le patient en réanimation, l'inflammation reste plus faible. Donc on est face à une maladie qui est inflammatoire, virale, et pour lequel, pour l'instant, on a peu d'outils thérapeutiques, je vais vous en parler après. On a aussi observé que certains patients, et en particulier ceux qui étaient plus graves, ou du moins systématiquement intubés, étaient ceux qui n'étaient pas capables de générer une réponse humorale antivirale satisfaisante. Sur ce graphique, en fait, on voit sur leurs données la quantité d'interférons présentes dans le sang des patients de réanimation. Et puis, les points verts représentent des patients qui ont produit de l'interféron, donc une réponse humorale satisfaisante, qui décroît avec la durée de séjour et probablement la clairance du virus. Mais on voit en bas du graphique des points rouges qui représentent environ une dizaine de patients qui, eux, n'ont eu aucune réponse antivirale cytokinique. Et ça, ils ont tous été intubés. Je ne sais pas si c'est forcément une causalité, mais ce qui est sûr, c'est que cet élément de réponse antivirale, il est intéressant à creuser. Diapositive suivante. On a aussi observé que lorsque les patients présentaient des condensations complètes, comme sur le scanner en haut à droite, la clairance virale, l'élimination du virus par l'organisme au cours du temps, était franchement plus lente. À l'inverse, quand sur le scanner, on a plutôt du verre dépoli, de l'œdème inflammatoire dans les poumons, là, la clairance, l'élimination du virus est accélérée. Donc ça, c'est une association, encore une fois, ça n'est pas une causalité, mais on a l'impression que le Covid-19, dans sa présentation la plus grave, n'est pas une maladie, mais peut-être deux maladies. Peut-être qu'il y a des patients qu'on voit à des phases plutôt précoces, très inflammatoires, et peut-être des patients qu'on voit à des phases plus tardives, mais ça reste encore totalement débattu et à explorer à l'avenir. Diapositive suivante. Donc, comment on prend en charge ces patients? Je vois que j'ai déjà pris pas mal de temps. Alors, tout d'abord, initialement, dès l'apparition de l'hypoxémie sévère, les patients accueillis en soins critiques sont placés sous oxygénothérapie à haut débit, qui se présente sous la forme de lunettes qu'on place dans les narines du patient et qui envoie un gaz qui est principalement composé d'oxygène pur à 50 litres par minute dans les narines. Il y a environ 20% des patients qui vont en avoir besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a 80% des patients qui vont en fait être intubés. Donc un taux d'échec très important, et puis une mortalité qui persiste, même chez les patients sous Optiflow, qui est de 26%.
Probablement 26% de décès par OptiFlow, principalement représentés par des patients qui n'auraient pas pu bénéficier de l'intubation et de la ventilation mécanique. Il y a aussi certaines équipes qui utilisent la pression continue, comme la Boussignac ou la CPAP, et ou la VNI. Leur place dans la prise en charge du Covid reste aussi très débattue. C'est peu utilisé, c'est moins de 6% des patients dans la cohorte européenne. Mais ce qui est au cœur vraiment du SDRA Covid et des formes graves, c'est la ventilation mécanique, avec tout d'abord, une fois que le patient est intubé, l'application d'une ventilation protectrice qui doit absolument s'astreindre à générer des pressions faibles et des volumes faibles afin de maintenir une hématose satisfaisante, une oxygénation satisfaisante, sans détruire le poumon comme je vous l'ai montré sur les scanners précédents. On applique un décubitus ventral qui permet, chez les patients ventilés, de protéger le poumon des méfaits de la ventilation mécanique en les plaçant sur le ventre et chez certains d'améliorer l'oxygénation. Mais il semble que c'est surtout par le biais de la diminution des lésions induites par la ventilation mécanique que le décubitus ventral améliore la survie des patients. On utilise des curares, des médicaments paralysants aussi pour faire de telle sorte que le patient soit parfaitement synchrone avec le respirateur, qu'il ne lutte pas contre le respirateur. Et puis on s'échine aussi absolument à lutter contre la prise de poids et une surcharge hydrosodée qui, elle, viendrait aggraver l'hypoxémie par la participation d'un œdème hydrostatique dans les alvéoles. On voit que du fait de ventilation extrêmement prolongée, les patients vont être aussi soumis à un risque d'infection nosocomiale qu'on détecte et qu'on recherche systématiquement dès l'apparition de fièvre et puis tous les 7 jours de façon répétée pour les traiter. On voit beaucoup d'infections bactériennes, beaucoup d'infections virales, on va dire opportunistes, à CMV ou à herpès, et puis des infections mycotiques, en particulier aspergillaires, qu'on traite de façon adaptée. Diapositive suivante. Sur le plan médicamenteux, l'arsenal, pour l'instant, il reste faible. Ce qui nous a vraiment, entre guillemets, donné de l'espoir, c'est la publication cet été de l'essai Recovery, où chez les patients les plus sévères, en particulier les patients hypoxémiques, la dexaméthasone, en traitement pendant 6 jours à la dose de 6 mg, diminuait la mortalité significativement. En comparaison au traitement standard, à la prise en charge standard. Donc ça, c'est un traitement qui est systématiquement appliqué pendant les 6 premiers jours, dès l'apparition de l'hypoxémie dans les formes de Covid les plus sévères. Par contre, comme je vous ai dit, on voit bien que c'est une maladie virale et l'essai qui a été publié la semaine dernière dans le New England, qui évaluait l'effet du remdesivir sur l'amélioration clinique des patients, l'effet évalué chez les patients de réanimation, il est nul et pour l'instant, nous n'utilisons pas dans le service ces thérapeutiques-là dans les formes les plus graves de Covid-19. Diapositive suivante. Dès que le patient s'améliore, on va aussi s'astreindre, à le déconnecter du respirateur pour limiter le risque des complications induites par la ventilation mécanique et surtout à démarrer le plus tôt possible une réhabilitation afin de lutter contre la neuromyopathie de réanimation. Globalement, un patient qui a passé 12 jours sous le respirateur, à son réveil, il est tétraplégique. Il faut donc le mobiliser, le placer au fauteuil, faire de la table de verticalisation, et puis très rapidement contacter le SSR pour que le patient bénéficie d'une réhabilitation intensive en dehors de la réanimation. On voit aussi qu'au décours d'une sédation prolongée, les patients ont très fréquemment un délirium de réanimation et des états de stress post-traumatique avec des niveaux d'anxiété très élevés, d'autant plus qu'ils ne sont pas entourés par leur famille lorsqu'ils sont réveillés. On essaye au maximum de faire de la visio à l'aide de téléphones mobiles, mais ça n'est pas la présence d'un proche pour les soutenir, les remettre dans un cadre, on va dire, qui les rassure. Je vais terminer sur le pronostic. Donc tout d'abord, dans les formes les plus graves, on voit que le pronostic il est sombre avec une survie à 90 jours, toutes formes confondues, de 37% dans la cohorte européenne. On voit que cette survie, elle est dépendante de la gravité hypoxémique, avec dans les SDR les plus hypoxémiques, une survie qui est de 50% seulement. Diapositive suivante. Qu'est-ce qui va déterminer le décès? Donc, le décès il est plus fréquemment observé chez les patients âgés, chez les patients obèses, en particulier quand l'IMC est supérieur à 35
kg par mètre carré. Chez les patients diabétiques et chez les patients immunodéprimés sont principalement des facteurs de risque qu'on observe dans les SDRA non Covid-19. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Par ailleurs, on voit que les formes qui apparaissent le plus rapidement, c'est-à-dire où le délai entre l'apparition des symptômes et l'admission en réanimation est le plus court, ont un risque de décès plus élevé, tout comme ceux qui sont le plus hypoxémiques. Et puis, c'est sûr que lorsque s'installe un syndrome de défaillance multiviscérale, c'est-à-dire que l'hypoxémie s'accompagne d'une défaillance cardiovasculaire ou d'une défaillance rénale avec insuffisance rénale aiguë, là, le pronostic aussi s'effondre. Pour terminer, et c'est plus une piste de réflexion, on a aussi observé aux hospices civils de Lyon que les patients au pronostic le plus sombre avaient une élimination du virus plus lente que les patients qui sortaient vivants du service. Et c'est peut-être parce que ces patients-là ont une réponse immune plus adaptée, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à creuser et qui nous fait bien penser qu'il faut poursuivre les pistes de traitement antiviral pour les formes les plus graves de Covid-19. J'ai terminé ma présentation. Non, je voulais conclure. Donc, vous avez vu que nous avons identifié, grâce au travail de recherche épidémiologique réalisé dans le cadre de la réanimation, des facteurs de risque, qu'on est face à une pneumopathie virale assez typique, c'est-à-dire hypoxémiante et touchant les deux poumons. Et par contre, comparativement à notre expérience du SDRA depuis plus de 50 ans, des séjours prolongés en réanimation extrêmement longs, avec une incidence de l'intubation très élevée, pour l'instant une absence de traitement antiviral efficace, et puis une mortalité importante, de l'ordre de 40%, qui laisse chez les patients qui survivent des séquelles fonctionnelles extrêmement lourdes et des durées de réhabilitation très prolongées. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour ce topo extrêmement complet et didactique. On a quelques questions à partager. Alors, comme tu l'as dit, c'est une maladie virale. On n'est pas capable aujourd'hui de proposer une attitude certaine avec une cible directement virale. On a commencé avec des corticoïdes. On ne sait pas bien, je crois, aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si l'usage des corticoïdes en médecine a modifié vos rentrées en réa. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a changé le profil des patients? Est-ce que tu arrives à avoir une lecture entre la vague 1 et la vague 2 sur cet usage de corticoïdes? Ce qu'on a remarqué, puis on en parlait encore aujourd'hui, c'est que quand on regarde les taux d'incidence des hospitalisés versus réa de la première vague et de la deuxième vague, en fait, il y a une sorte de décalage avec actuellement, pendant la deuxième vague, un flux massif de patients en hospitalisation et finalement, pour l'instant, une vague en réanimation qui est comparable à la première vague. Donc, on a perdu ce ratio hospitalisé-réanimation qu'il y avait à la première vague. Est-ce que c'est l'effet de la dexaméthasone? Peut-être, on ne l'avait pas pendant la première vague, on s'en sert maintenant systématiquement. C'est peut-être grâce à ce traitement. Là, on n'a pas encore atteint le pic en réanimation, donc c'est difficile d'être plus catégorique. Ok, c'est un peu le constat qu'on fait ensemble. Ensuite, tu as évoqué une thérapeutique de rescue, c'est l'ECMO, quelque chose qui est peu connu. Est-ce que tu peux nous en donner quelqu'un qui est mis sous ECMO, quelle est la mortalité, est-ce qu'on a une photographie un peu des résultats? Alors, nous, dans le service, on propose l'ECMO vraiment aux patients les plus sévères, c'est-à-dire que les patients qui ne peuvent plus être ventilés parce que les pressions dans le thorax sont trop élevées, dont l'hypoxémie est réfractaire, dont la saturation est inférieure à 80%, disons, malgré 100% d'oxygène pur administré. Donc ça, c'est notre stratégie. C'est sûr que lorsqu'on sélectionne les malades les plus graves, on s'expose à une mortalité extrêmement élevée. Notre expérience, c'est que on a probablement autour de 80% de décès chez les patients qu'on a placés sous ECMO. C'est des patients, par contre, chez qui on est convaincu que sans ECMO, la mortalité aurait été de 100%. Donc ça, c'est notre expérience. On va creuser nos données pour essayer d'en avoir une image plus précise. Mais si on le compare aux autres centres, au cours de la première vague, il y a eu environ 250 ou 300 patients en Europe placés sous ECMO pour le Covid-19 et dont une très grande majorité au centre de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui ont, on va dire, déjà une expérience importante, un volume important de patients, et puis une attitude un peu différente. Et eux, ils ont une mortalité qui est franchement plus faible, de l'ordre de 40 à 50%, comparable à ce qu'on observe au cours du SDRA sévère,
c'est-à-dire 50% de mortalité. Et moi, la question que ça nous pose, c'est est-ce que ce ne sont pas des patients qui finalement ont été exposés à une technique qui certes permet l'oxygénation, mais qui est aussi responsable de complications hémorragiques, infectieuses, et peut-être inutilement. Et là, il est difficile en fait pour l'instant de conclure pour savoir qui a raison, c'est quelque chose de très débattu. Notre expérience et notre protocole actuellement de pratique de l'ECMO fait qu'on le propose aux patients les plus graves, au pronostic pour nous quasi nul, sans l'aide d'une technique extracorporelle. Ok, merci Laurent. Une dernière question pour toi et un échange à partir d'une question et une interrogation de Corinne Depagne, qui est pneumologue. Finalement, l'oxygénothérapie à haut débit, pardon, tu évites, si j'entends bien, 20% d'intubation. Les patients qui arrivent chez vous, c'est des patients que nous, on va qualifier de niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire des gens pour lesquels on pense que la réanimation a du sens. Se pose la question aujourd'hui de développer ces techniques en ville. On n'a aucun retour finalement de cette oxygénothérapie dans des situations plus graves, parce qu'on a l'impression qu'il faut la proposer en plateau hospitalier, il faut la proposer s'il y a une aggravation secondaire. On n'a pas de regard sur du niveau 3 qu'aurait de l'HFNO en ville. Quel est ton regard par rapport à ça ? Alors, c'est mon expérience de réanimateur, mais c'est sûr que nous, pour l'instant, au cours de la première vague et là actuellement au cours de la deuxième vague, ces techniques-là, à notre sens, il faut qu'elles soient proposées dans un cadre sécurisé parce que elles sont fréquemment mises en échec d'une part, et puis elles peuvent nécessiter l'intubation rapide. Et donc, si elles sont faites dans un environnement qui n'est pas critique, surveillé, en fait, on risque de mettre en danger les patients. Et nous, je pense qu'il faut absolument, et pour l'instant, on en a été capable, en fait, aux Hospices civils de Lyon, d'accueillir les patients hypoxémiques, les surveiller correctement, faire de l'oxygénothérapie à haut débit correctement dans un environnement surveillé pour pouvoir les intuber. Et je pense que si on venait à dégrader en fait cette prise en charge, on mettrait les patients en danger. Et du coup, je pense que ça serait une perte de chance pour les patients. Et pour l'instant, nous, on n'est pas du tout dans cette voie-là. Donc, en tout cas, la question qui est posée, c'est de l'adapter pour le niveau 3, et je crois qu'on n'a aucune donnée de littérature dans ce contexte-là pour voir s'il y a un bénéfice à avoir. Ensuite, si tu me permets, on va passer auprès de Bruno. Il y avait des questions de Bertrand Issartel. On a évoqué déjà la dexaméthasone après 70 ans, puisque en fait, c'est une des fragilités de l'étude et des propositions. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans toutes les recommandations internationales, on propose cette dexaméthasone au-delà de 70 ans, avec peut-être essayer de faire des sous-types de gens qui pourraient évoluer avec un syndrome inflammatoire plus important. On en rediscutera sur un autre topo. Il y avait une autre question de notre collègue également, à Bruno, pour avoir des explications sur l'accélération récente de l'épidémie et de l'augmentation des cas de nosocomiaux, qui est une situation très préoccupante sur les plateaux hospitaliers. Est-ce qu'on peut parler d'une augmentation de la contagiosité, Bruno ? Non. Non. Le virus se comporte de la même façon. Il n'y a pas d'augmentation de la contagiosité. En revanche, ce que l'on observe, et on l'avait déjà vu lors de la première vague, ça fait partie des travaux qu'on essaye de regarder de plus près, c'est que dans un contexte d'épidémie, en général, la quantité de virus présent chez des personnes infectées est supérieure lorsque l'épidémie est importante, avec une dynamique importante par rapport à une épidémie qui sera en train de s'atténuer. Et c'est juste, on l'observe, on ne sait pas l'expliquer. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, les patients qui sont positifs, ils ont globalement des quantités de virus dans leur prélèvement qui sont très élevées et ils sont donc potentiellement très contagieux. Ce que l'on voit en revanche, c'est qu'il y a un certain nombre de mutations qui sont observées sur les virus. Je pense qu'un jour, il faudra que je vous fasse un petit peu le point de ces différentes mutations pour que on ne fasse pas de la surinterprétation sur un certain nombre d'évolutions qui ont été observées. Il y a 2 substitutions qui ont probablement augmenté la capacité du virus à se coller au récepteur ACE2, mais aujourd'hui, on n'a aucun critère objectif qui nous permette de dire que, de fait, le virus est devenu plus transmissible. Donc, c'est beaucoup plus une exposition à des virus, à des personnes qui excrètent des quantités de virus importantes, qui font que le risque de transmission est plus élevé. Il faut bien comprendre que c'est quand on applique les mesures de protection dans 95% du temps où on est potentiellement exposé, eh ben c'est dans les 5% où on ne les applique pas qu'on se contamine. Ok, merci beaucoup Bruno. Je
reprends la parole pour clore cette session. La diapo suivante, si possible, pour vous inviter à nous suivre la semaine prochaine. On parlera facteurs de risque, en particulier obésité, avec les collègues de Lyon Sud. Merci à tous pour cette soirée et à très bientôt, je l'espère.